de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir serait d'être un modèle de l'espérance, prise l'humanité. Ni dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Ivoiriens mes frères, Ivoiriennes mes sœurs, population, résidents amoureux de la Côte d'Ivoire, nous sommes à quelques jours d'un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Un moment crucial qui va non seulement impacter notre vivre ensemble pour les 5 prochaines années et même voir au-delà. Il m'a semblé judicieux, important de prendre la parole à un moment comme celui-ci pour faire entendre un son de cloche, pour alimenter donc les réflexions, pour nous pousser à la réflexion. J'interviens ce midi comme principalement un citoyen ivoirien, parce que j'ai mes origines sur la terre de Côte d'Ivoire. Mon père et ma mère sont ivoiriens, eux-mêmes ayant hérité de parents ivoiriens. Mon enfance, je l'ai vécue en grande partie dans ce pays, suivant mon père selon les différentes affectations au nord, à Odiéné, à Minignan, ayant fait mon école primaire à Daloa, à Mankono, et ensuite le secondaire à Abidjan, à Man et ailleurs. Donc, j'interviens principalement comme un citoyen ivoirien qui, à partir de cette qualité-là, a le droit de se prononcer sur la politique, sur les questions majeures dans son pays. Deuxièmement, j'interviendrai comme serviteur de Dieu, comme pasteur, ce que je suis, afin de faire entendre également un éclairage prophétique. Dieu m'a fait la grâce d'être moi-même enseignant de théologie et d'être docteur, donc de pouvoir éclairer sur certaines questions. Et en cette période électorale, nous entendons beaucoup de choses. Des sons venant de l'Église qui prennent des positions et des prophéties qui, à la fois, donnent une orientation et contredisent certaines choses. En ce moment important, qu'est-ce qu'il est bon de dire au regard donc de la parole de Dieu? Je vais vous demander de partager ce direct. Je vais vous demander de cliquer, partager. Ça ne vous coûte rien. Je ne vous demande pas de commenter, parce que ce sont les commentaires qui vous engagent, mais le fait de partager ne vous engage en rien. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, planter le décor du paysage politique de par mon analyse de citoyen, avant d'aborder d'autres questions. On entend dire que la Côte d'Ivoire va bien.
sous le président Ouattara, la Côte d'Ivoire va mieux. Et que beaucoup de choses ont changé sous Ouattara. On voit des routes, des ponts, des échangeurs qui poussent de partout, des bâtiments flambant neufs, des zones industrielles. Le pays semblerait avoir retrouvé une certaine stabilité. Elle attire des investisseurs. Elle a une croissance de 6%, ce qui est à féliciter. Mais en réalité, quand on descend dans les rues, quand on descend dans les villages, quand on descend dans les écoles, dans les marchés, la réalité de ce que nous voyons, de ce que nous côtoyons est totalement différent. Les chiffres montent, mais le vécu des gens reste difficile et compliqué. Aujourd'hui, ce sont les jeux de hasard. Dans un temps, on parlait des cabines téléphoniques où les diplômés, les licenciés, les maîtrisards faisaient des cabines téléphoniques, faisaient des cybercafés. Aujourd'hui, ce ne sont pas les cabines ou les cybercafés. Aujourd'hui, ce sont les jeux de hasard. Aujourd'hui, ce sont les paris sportifs pour montrer combien de fois l'Ivoirien est désespéré. Lorsque vous allez dans les pays étrangers, lorsque vous allez par exemple en France, vous interrogez le site du ministère des Affaires étrangères français, vous allez vous rendre compte que parmi les gens qui immigrent, qui prennent les bateaux pour aller en Occident, figurent les Ivoiriens en bonne place. L'école est en mal. Les choses deviennent de plus en plus chères. Le loyer qui jadis était, je prends un exemple, avant on pouvait voir à Angré un studio de 50 000, de 70 000, de 80 000. Je me souviens, j'habitais un beau studio. À Angré, le studio me revenait à 80 000. Je suis allé demander le prix du même studio. Il est aujourd'hui à plus de 200 000 francs. Le coût de la vie a grimpé. Les loyers montent, les Ivoiriens souffrent malgré ce que nous pensons. Et nous allons voir des choses un peu en détail. Vous savez, les ponts, les routes, les échangeurs et tout ce que nous voyons là, c'est construit à partir de quelque chose, de l'argent. Il faut de l'argent pour construire ces choses. Malheureusement, dans un pays, et comme dans toute organisation, il y a deux façons. Soit on produit de la richesse, on crée de la richesse pour financer ces projets, ou alors on emprunte avec des intérêts pour financer des projets. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, notre pays n'est pas endetté. Le pays est surendetté. Aujourd'hui, 80% de notre PIB contribue à rembourser la dette. Et vous savez, quand vous empruntez chez des gens, ce sont des capitalistes. Ils ne vous prêtent pas de l'argent inutilement. Ils veulent faire du profit. Et ce que nous sommes en train de faire, ce que ce gouvernement est en train de faire, je pense que lorsqu'on fera l'audit de tous ces projets-là, vous serez surpris. C'est-à-dire qu'on a emprunté, le pays aujourd'hui à plus de 300 000 milliards de dettes de francs CFA qui doivent être remboursées. Et quand on prend de l'argent pour financer certains projets, il faut bien que ce soit remboursé. Ce sont à partir des impôts, ce sont les taxes qui augmentent,
Ce sont les taxes sur ceci, les taxes sur l'eau, les taxes sur l'électricité. Vous avez vu comment le kilowatt a augmenté, comment les taxes sur l'eau ont augmenté, les taxes sur la communication. Il y a eu même une taxe de 1 franc sur le riz. Pourquoi? Parce que tous ces emprunts-là, pour pouvoir les payer, il faut répercuter ça sur la population. C'est nous qui allons payer. Et non seulement nous payons à partir de nos impôts et des taxes qui sont ajoutées, mais le parent pauvre de l'endettement, ce sont les charges sociales. C'est pourquoi vous voyez que, avec tout ce que nous voyons, l'école ivoirienne est en mal. Les résultats vont très mal. Les hôpitaux et les gens qui sont, je dis, défavorisés souffrent de plus en plus. Et cette dette-là est amenée à être remboursée. C'est pourquoi je dis qu'à l'heure où nous sommes à 80% de notre PIB que nous devons rembourser. Ce que j'essaie de dire, c'est que le pays brille de l'extérieur, mais les citoyens souffrent de l'intérieur. Le pays brille à l'extérieur, mais les Ivoiriens souffrent, les citoyens souffrent à l'intérieur. Les routes sont belles, mais le riz coûte cher. Les routes sont belles, mais le panier de la ménagère coûte de plus en plus cher parce que nous empruntons non seulement à des taux exponentiels et il n'y a rien d'extraordinaire qui est fait. Parce que venir à la tête d'un pays, j'ai lu quelque part une maxime qui est très forte. Il dit que le politicien prépare la prochaine élection, mais un leader sécurise la prochaine génération. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de sacrifier la prochaine génération. C'est nos enfants qui sont sacrifiés. Parce qu'ils devront encore payer des dettes. Et vous savez que le taux des dettes, le taux de remboursement grandit et peut grimper. C'est un compte modèle. Les ponts sont neufs, mais les hôpitaux manquent. Et dans les lits, dans les hôpitaux, les lits, les médicaments manquent. Et pendant qu'on rembourse des milliards chaque année, beaucoup de jeunes cherchent encore du travail. Ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que la dette n'est pas mauvaise en soi, mais elle doit servir à améliorer la vie du peuple et pas seulement à impressionner. Nous sommes dans le matu vu. On est en train d'impressionner des gens. Et vous savez combien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on rencontre la pression est tellement forte que des gens se donnent la vie, des gens se suicident sous nos yeux. On assiste à des gens qui se jettent du haut du pont. On assiste à des gens. Demandez le taux de suicide en Côte d'Ivoire. Au-delà de tout ce qui est spectaculaire, le stress aujourd'hui sur les Ivoiriens, à cause de la cherté de la vie, à cause du fait que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Vous voyez aujourd'hui la scolarité et tout cela est pesant. Pourquoi? Parce que le monsieur qui a construit son école, qui faisait l'école hier à 100 000 francs, a aujourd'hui des taxes. Et les taxes, il va les répercuter sur d'autres personnes, etc., etc. Ce n'est pas parce qu'on construit des écoles qu'on apprend. Si vous voyez le niveau des enfants de CM2, des enfants de 3e, le niveau même de français, de langue, des personnes qui ont la licence, c'est catastrophique. Vous voyez vous-même sur nos plateaux de télé, avec quel niveau ceux qui enseignent les étudiants, ceux qui sont censés enseigner les étudiants parlent. Si le professeur s'exprime comme ça, imaginez donc celui qui enseigne. Le pays est dans un état déplorable et extraordinaire. Beaucoup d'enfants savent lire difficilement. Dans les villages, là, c'est terrible. L'école ne doit pas seulement... On ne doit pas aller à l'école simplement pour remplir les salles, mais pour remplir les têtes, pour remplir d'un savoir-faire.
La deuxième chose, c'est que la démocratie est mise en mal. Parler sans peur, parler sans crainte est aussi un signe de développement. Un pays qui avance, c'est aussi un pays où les gens peuvent parler librement, critiquer sans être menacés, participer aux décisions. Et on sent en Côte d'Ivoire que la parole est étouffée. Même pour ce direct, j'ai reçu des paroles d'amis proches, des membres de ma famille, des membres de l'église. On tient à toi. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? La peur ne peut pas être un instrument de gouvernement. La terreur. Vous savez, avec la terreur, vous pouvez créer la peur, mais pas le respect. Pas le respect. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit dans la peur. Dans la peur. Quand des gens qui viennent à des débats télévisés, un homme sans problème, sans difficulté, comme Blaise Lasme, qui est un monsieur assez modéré, avec des positions modérées, se retrouve emprisonné parce qu'il a participé à un débat. Il y a un problème, donc on ne peut pas, on vit là, non, tout. Non, 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 ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça. Et nous ne vivons pas dans la démocratie. Il faut comprendre que ce pays doit changer. Une nation n'est pas forte seulement par les routes et par les buildings, mais elle est forte par la liberté de son peuple. Elle est forte lorsque les énergies sont libérées. Quand les gens peuvent dire la vérité, le pays progresse. Quand les gens peuvent débattre en toute intelligence, le pays progresse. Et ce n'est pas le cas. La vie chère et les inégalités, le kilo de riz, le litre d'huile, les loyers, le kilo de viande, le poisson, le porc, tout ça augmente. Bien aimé, on ne peut pas sacrifier la prochaine génération. Il est important que les choses changent. Pour moi, on ne dirige pas un pays pour impressionner l'extérieur, pour impressionner. Il faut que cela soit ressenti dans le vécu des gens. Même que quand on impressionne, que ce soit même une bonne façon d'impressionner. C'est qu'on a déplacé la dépense pour plus tard. Le pays va mal. La Côte d'Ivoire a grandi, mais il est important que... Je ne suis pas économiste, mais vous savez, vous et moi, que nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai tenu à parler de l'endettement parce que c'est ce qui nous empêche souvent de réfléchir. On dit non, il y a les ponts, on voit les routes, on voit ci, on voit ça, donc le pays avance. Non! Le pays recule. Le pays recule. La cherté de la vie, là, c'est les dettes qu'on a prises qui font augmenter le kilowatt, qui font augmenter le kilo de riz, qui font augmenter toutes ces taxes-là. C'est en vue de rembourser. Et c'est pour rendre ta vie plus dure, plus compliquée. Et de mettre en mal ton avenir et t'emmener à vivre dans un stress quand même les salaires n'augmentent pas. C'est vrai qu'on a assisté à quelques augmentations, mais toi-même tu connais les réalités. Et moi je pense que cette augmentation du coût de la vie favorise la corruption. Parce que une personne qui a un salaire aujourd'hui de 500 000 francs et qui vit dans une maison de 300 000 francs, qui a des charges, qui paye le courant, l'électricité, qui doit emmener ses enfants à l'école, qui doit faire ci, comment il fait pour vivre et pour survivre? Donc on favorise la corruption d'une certaine façon, parce qu'il faut être réaliste. Comment est-ce que le citoyen moyen vit? Comment? C'est pourquoi aujourd'hui, on a nos petites soeurs qui vont dire, elles ouvrent un spa et puis le spa fait rentrer 1 million. Ce n'est pas vrai. Tout ça est favorable. Et une chose qui est plébiscitée durant ce temps-là, c'est le mensonge. Le mensonge.
Je ne rentrerai pas dans les détails. Le mensonge. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de menteurs. Du sommet jusqu'à la tête. On ment. Une sœur nous a embarqué dans une histoire de record Guinness, qui était un tissu de mensonges, et ça a été repris par le discours du président de la République, alors que c'était un mensonge. Il faut réparer tout cela. Je veux rentrer maintenant dans ce qu'il y a de plus important dans mon direct. Mieux vaut le semblant de tranquillité, la peur, donc on doit laisser les choses se faire. Non. Je veux vous expliquer que la démocratie, dans ses principes dans lesquels je ne vais pas rentrer, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Je vais prendre comme référence l'élection du président de la République en 2010, 2015, 2020 et bientôt 2025 à partir de la population. En 2020, nous étions 17 millions d'habitants. 17 millions d'habitants. Et sur la liste électorale, il y avait 5 millions. Et ceux qui ont voté, il y avait 2 millions 442. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu 10 prime pas. Cette élection a été catastrophique. Elle nous a emmenés dans une guerre qui a causé 3000. On a préféré compter des morts que de compter des voix. Parce que dans certains bureaux de vote, les votants étaient plus nombreux que ceux qui étaient inscrits sur la liste. Il était question tout simplement d'auditer et de refaire. Mais on n'a pas voulu. Et nous sommes retrouvés dans une guerre. Et nous avons eu l'intervention de la France. Nous savons ce qui est arrivé. Ça laissait un précédent. On ne peut pas dire que c'était la plus belle des élections. C'était une élection où il y a eu beaucoup de participants parce qu'elle était assez inclusive. Nous avions le président Bédié, on avait le président Alassane Ouattara, on avait le président Gbagbo qui étaient dans l'arène, qui ont mobilisé leur électorat. Et même avec toute cette volonté-là, sur les 22 millions, c'est-à-dire enregistrés par l'Institut national des statistiques en Côte d'Ivoire, il n'y avait que 4 millions de votants. Pour moi, j'appelle ça la dictature des minorités. Maintenant, venons en 2015. En 2015, le Conseil constitutionnel décide de valider une candidature qui devait être faite à titre exceptionnel, pas à titre condition. Et nous savons, pendant cette élection-là, le taux de participation est tombé pratiquement à 24%. Vous voyez, on part de 84, 83 à 24%. Cela signifie que la personne qui nous dirige et les 24%, c'est-à-dire environ 2 millions et quelques de votants, ils n'ont pas tous voté pour celui qui nous dirige. Parce qu'à cette élection, on avait KKB, on avait Afin Guessan pour parler des principaux. Ils n'ont pas tous. Donc, c'est la volonté de 1 million et quelques de personnes qui dirigent 28 millions, parce que nous sommes passés à cette période-là à 28 millions. 1 million et quelques de personnes. Parce que quand on fait les gens qui ont voté, il n'y a que ça. Donc, nous sommes dirigés, 28 millions d'habitants, par la volonté de moins de 2 millions de personnes. Il y a une injustice. Allons-y en 2020. C'est pratiquement la même chose. Nous sommes
28 millions 600 et la masse de votants est de 11%. 11%. Naturellement parce que certains partis principaux ont décidé de boycotter, de ne même pas s'inscrire sur la liste électorale, de ne pas participer. Ok. Nous sommes en 2025. Les derniers recensements de la population montrent que nous sommes à 32 millions d'habitants. Mais sur les 32 millions d'habitants, notre liste électorale est de 8 millions sur la liste électorale là. C'est-à-dire que nous sommes 32 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Sur les 32 millions que nous sommes là, la liste électorale, elle comporte 8 millions. Si les 8 millions, je suis allé chercher ma carte d'électeur hier à Akwedo. La jeune fille, elles étaient deux jeunes filles, elles étaient en train de dormir. J'ai dû les réveiller pour leur dire, je suis venu chercher ma carte d'électeur. Elles me disent, bon enfin, pourquoi vous dormez? Ah, mais personne ne vient chercher. Il y avait les enveloppes devant elles. Personne ne vient. Mais pourquoi personne ne vient? Mais avant ça, nous avons lu le communiqué du préfet de la Niébi-Tiassa qui a dit que moins de 10% de la population de l'Agnébi d'Agboville ne s'est déplacée pour venir chercher leur carte d'électeur. Cela veut dire quoi? Que si nous ne nous prenons garde, le taux sera faible et tu seras dirigé par une minorité de personnes qui auront choisi, eux, de mettre leur bulletin dans l'urne. Je peux comprendre les déceptions. Bien que pour moi, le génie politique que nous attribuons à nos leaders ne devait pas les laisser surprendre. Quand quelqu'un a empêché son ex-partenaire comme Bédié de se présenter à une élection, et vous attendez à quoi? Quand on n'a pas pris... Enfin bref, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Face à cette situation, on a trois choses. Soit on renverse la table, on met les gens dans les rues, on connaît l'issue, les mieux seront en prison, les autres peut-être seront morts. On a vu ici, dans ce pays, la tête d'un jeune homme tapée sans que ça ne puisse émouvoir des gens à cause d'une... On a vu ça ici, dans ce pays. La deuxième option, c'est de boycotter. Boycotter, c'est quoi? On ne participe pas. On ne participe pas. Donc on boycotte. Ce n'est pas un boycott actif, c'est un boycott citoyen. Nous, on refuse de participer au jeu. Mais ça ne va rien changer parce que l'histoire de ce pays, en ce qui concerne les boycotts là, ça n'a jamais créé quoi que ce soit. C'est même laisser la roue libre à l'adversaire de pouvoir avancer, progresser. Et il y a une troisième option. Et c'est cette option qui m'intéresse. Cette option, c'est que le pays va mal. Les gens souffrent. Ils ne sont pas contents. Le pays progresse, mais les gens sont malheureux. Nous aspirons à un changement. Mais ce changement ne va pas se faire dans la prière seulement. Nous devons poser des actions dans le sens de noyer le poisson même dans sa propre eau. Et pour cela, nous avons un modèle en Côte d'Ivoire. Avant que je ne touche, nous avons un modèle de ce que j'appelle d'intelligence électorale en Côte d'Ivoire. Ce sont les deux dernières élections municipales et législatives à une échelle réduite, le plateau. Au plateau, nous avions deux personnes principalement
en compétition. Fabrice Savognon et le député maire Jacques Owo. Quand on les regarde, c'est comme la bataille de David contre Goliath. Savognon a tous les moyens, il a le président avec lui, il a le parti au pouvoir avec lui. C'est vrai que le plateau, on peut faire le tour du plateau à pied en une journée. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Tous les bureaux de vote, il avait non seulement des gens qui étaient représentés, mais des gars qui étaient avec leur téléphone. Des gens qui étaient avec des téléphones, de manière à ce que lorsque le bureau de vote a clôturé, ils ont fait les délibérations, il était impossible, même quand un des candidats a essayé de fuir avec des caisses, a été rattrapé. Il était impossible. Il n'avait pas d'armes, mais ils ont pu quadriller. En Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, nous avons environ 25 000 bureaux de vote. J'écoute les gens dans les supermarchés. J'écoute les gens sans révéler de ce. Et je vois que les gens ont mal. Mais là, le chemin, ce n'est pas de rentrer dans une sorte de fatalisme. Et c'est en cela que j'aimerais parler. Je prends maintenant la casquette d'homme de Dieu. J'ai vu mon frère Eli Pada donner une commission qu'il aurait reçue du Seigneur à la candidate Simone Eyive Gbagbo. Lui disant expressément, le Seigneur lui demanderait de se retirer pour ne pas cautionner, sinon sa famille, son avenir politique et beaucoup de choses vont en partie de sa décision de participer à ces élections. Mais lorsqu'on regarde, j'honore le ministère du prophète Eli Pada, un prophète oint, un prophète approuvé de Dieu, qui voit de manière claire. Mais cette dernière sortie ressemble plus à une opinion d'un partisan qu'à une révélation. Parce que la révélation concernant la Côte d'Ivoire donnée précédemment, c'est qu'il n'y aurait pas d'élection. Et cet argument pour moi est un argument repris par une frange de la population. Mais avec intelligence, retraçons un peu l'histoire. J'ai le privilège d'être un tout petit peu proche de cette dame. Et je sais un tout petit peu ce qui s'est passé. Depuis sa sortie de prison, prêchant la réconciliation, j'ai eu l'honneur de diriger le premier culte à Mossoul lorsqu'elle est sortie de prison. Et j'ai vu sa trajectoire. Une femme d'État qui ne veut que le bien-être du pays, qu'on pense nos plaies, qu'on se remette ensemble. Nous avons tous assisté à ce qui s'est passé au retour du président. Blessée, elle n'a pas pris sa blessure comme quelque chose d'important. Il faut qu'on mette le pays au-dessus de tout. Mais les gens d'en face n'ont pas entendu les choses de cette oreille. Je veux aller plus loin. Elle est restée ouverte. Lorsque nous étions à l'année dernière, qui annonçait cette année électorale, voyant tous les signaux rouges, elle a demandé, elle nous a commissionné, elle nous a envoyé en mission pour aller rencontrer les forces vives, les chefs
religieux, aller rencontrer les responsables de syndicats, aller rencontrer les responsables de partis politiques. Après l'audit de la liste électorale, dit qu'il y a des doublons ici, il y a des femmes qui ont 17 enfants, il y a des femmes qui ont 45 enfants. Le découpage électoral, ce n'est pas bien. Mettons-nous ensemble pour emmener le pouvoir à dialoguer. Le monsieur en face n'a pas voulu dialoguer. Ils ont relevé toutes ces incohérences. Ils n'ont pas voulu. On dit non, créons une coalition afin de peser et cette fois-ci parler à la communauté internationale. Dire à la communauté internationale, on vous interpelle si ce qui se passe dans notre pays. Venez voir ce qui est en train de se passer. Ça a donné naissance au CAP. Mais à l'intérieur du CAP, ce n'est pas son souci de vouloir forcément et obligatoirement devenir présidente. Elle se dit, si nous mettons ensemble la personne la mieux placée, que nous aurons choisi, cette personne-là, nous allons la supporter. Durant les élections municipales et législatives, j'ai vu comment elle a soutenu d'autres partis parce que pour elle, l'intérêt de la Côte d'Ivoire va au-dessus. Écoutez, pendant qu'ils sont en coalition, l'un des partis, parce que le GPS de Soro Guillaume veut rentrer dans cette coalition, le CAP, il y a un parti qui dit non, ils ne veulent pas du GPS dans une coalition. Heureusement que le gouvernement en place prend un truc pour dire que tous les partis suspendus ne sont pas autorisés à jouer. Donc, de fait, le GPS est forclos. Mais malgré cela, on se rend compte que c'était un prétexte. Ils sont allés créer à côté une autre coalition. Mais la dame continue de dire, si nous ne participons pas, ils seront obligés de venir discuter avec nous. Et pendant qu'elle est tranquille, en train de faire confiance à ses partenaires politiques, elle apprend qu'ils sont allés déposer leur candidature à la CEI. Mon frère, le président Laurent Gbagbo allait déposer sa candidature. Tidjane Thiam allait déposer sa candidature. Wilfried Zawi, mon petit frère, allait déposer sa candidature. D'autres personnes sont allées déposer leur candidature. Bien-aimé, le Conseil constitutionnel prend une décision. Awa Don Melo est allé déposer sa candidature. Les autres, le Conseil constitutionnel dit que invalide leur candidature. On dit non, la dame veut cautionner le 4e mandat. Donc quand les gars allaient déposer leur candidature à la CEI, c'était pourquoi? Quel était l'objectif derrière? Quel était l'objectif en allant déposer les dossiers? Non, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Aujourd'hui, qui n'ont pas été retenus, on demande et on se retourne vers la dame pour dire que elle serait en train d'accompagner un 4e mandat pour valider un 4e mandat. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'on prend une position, je voudrais qu'on soit logique. Que toutes ces prophéties qui donnent l'impression qu'il y a un camp de la vérité et il y a un camp de la traîtrise, un camp de la compromission, ce n'est pas vrai. Si on avait retenu ces gens, si le rapport de force était en leur faveur, ils ne seraient pas en train de dire ce qu'ils sont en train de dire. Ne soyons pas comme des commentateurs de matchs de football qui changent et qui commentent au gré des mi-temps. Le spirituel obéit à une logique et à une cohérence. Dieu est souverain. Mais je pense que cette dame n'a trahi personne. Elle n'a ni trahi ses partenaires, elle n'a ni trahi la Côte d'Ivoire, elle n'a ni trahi personne. Elle est restée cohérente et elle est porteuse d'un projet. Elle n'est pas habituée, contrairement à ce qu'on imagine, à faire la guerre.
Elle est comme une maman qui voudrait, et voyant tout ce qu'elle a appliqué comme vouloir la réconciliation, s'il vous plaît, je lis nos amis du PDCI, regardons au-delà. Même si ce n'est pas, parce que mon conseil c'est lequel? Ma prière au fond de moi, c'est que peut-être à un jour des élections, que les 4 personnes qui sont en face du régime en place décident de ne pas aller en rang dispersé et qu'il y ait des gens qui se rabattent et que nous puissions surveiller, veiller sur nos votes et qu'il y ait au minimum 25 000 personnes multipliées par 2, on est à 52 000 personnes qui peuvent, que si chacun de nous surveille son vote. Moi, je serai dans mon bureau de vote. Quand j'ai fini de voter, je paye mon Coca-Cola, mon bicycle et bill, je suis assis. Je vais compter les gens qui vont venir et les gens qui vont sortir. Et à la fin, là, ils vont compter les gens devant moi. Quand ils finissent là, comme la proclamation, elle est publique, je serai là, je prends ma photo, je prends le truc, je suis là. On ne va pas venir me dire qu'on est 10 à voter et puis à la fin de la journée, on va venir annoncer que non, comme le bureau de vote, il y a 500 personnes, on va venir annoncer que non, il y a eu 499 qui ont voté pour toi. Non, 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 ça ne va pas se passer ainsi. Et je pense que face à la ruse, il faut être intelligent. Face à la ruse, il faut être intelligent. Je voudrais donner mon avis en ce qui concerne mon jeune frère Jonathan Ba. Jonathan dit que l'Église, par la voix de son organe, donne 1 million de voix. Vous savez, les gens nous écoutent. C'est le président Bédier qui a dit, quand tu parles, il faut avoir pitié des oreilles qui t'écoutent. Les gens nous écoutent. Et pour moi, ça ne mérite pas un vacarme. Dans le sens où il est impossible, inconcevable que cela soit possible. Mais il est bon qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous réfléchissons et que nous mettons de côté nos intérêts personnels et partisans et regardons à la Côte d'Ivoire, regardons à l'avenir et n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Entrons, allons retirer nos cartes. Allez retirer vos cartes. Ce ne serait pas cautionner le 4e mandat. Parce que quand on ne cautionne pas là, on ne va pas déposer sa candidature. Et quand on est dans une impasse, je ne vais pas faire ce direct trop long, quand on est dans une impasse, comme les 4 lépreux, dans le livre de 1 Roi chapitre 7, qui était dans une impasse, parce qu'il y avait la famine à Samarie, Samarie était assiégée, les gens de la Samarie ne pouvaient pas sortir ni entrer, ils ont mangé tout ce qui était là, au point où des femmes mangeaient des cafards, mangeaient des souris, et quand ils n'avaient plus rien à manger, ils sont devenus des cannibales, commençaient à manger leurs enfants. À un moment donné, les 4 personnes qui étaient dehors, les lépreux, se sont mis à réfléchir, et ils ont réfléchi de manière analytique, pas simplement de manière spirituelle, profonde. Ils ont réfléchi. En réfléchissant, ils ont fait des tableaux. Ils se sont dit, ah, si on rentre en Samarie, les gens qui sont là-bas même là, ils sont assiégés, ils ne peuvent pas sortir, ils sont morts. Les Syriens les ont assiégés. Si on reste ici, c'est compliqué. On va également mourir. Mais il existe une voie. Allons dans le camp de l'ennemi. Là-bas au moins, on peut nous laisser vivre. On n'est pas en train de cautionner l'ennemi, mais par instinct de survie, il y a quelque chose là-bas. Et la Bible dit que pendant que ces 4 lépreux, après avoir réfléchi, analysé, conclu, et qu'ils allaient dans le camp ennemi, la Bible dit que Dieu dans le ciel a fait que leurs pas étaient comme des chars et les gens ont fui. On ne peut pas demeurer dans l'inaction et on ne peut pas encourager
un soulèvement qui va compromettre la vie des gens. Nous croyons, vous et moi, au changement. Nous voulons le changement. Parce que dans mon introduction, j'ai planté le décor que le pays va mal et il ira de plus en plus mal. Et si nous ne faisons rien, certaines personnes qui comptent sur le fait que, oh non, le président est vieux, ils sont vieux, les gens de ma génération, ils sont vieux de toute manière, dans 10 ans, ils ne seront pas là. Mais même quand ils ne sont pas là, leur système sera là. Le système sera là. C'est pourquoi ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème de système qui est en train de prendre racine, qui est en train de s'installer et installer la Côte d'Ivoire dans une pauvreté chronique, dans une misère, dans une souffrance, dans une sorte de progrès cosmétique. Mais en réalité, les gens souffrent. On va pas s'arrêter à prier. Tu connais tes limites. Et que Dieu, dans sa grâce, soit avec nous. On peut ne pas aimer une personne, mais il faut lui reconnaître un certain nombre de choses. On peut être partisan et puis être raisonnable. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Je veux saluer une personne, Marie-France, elle va se reconnaître, qui dit que le politicien le plus cohérent depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Moi, j'entendais des gens dire non, oui, si Alassane a enlevé, il n'a pas mis le nom de Gbagbo et de Thiam, c'est parce que lui-même ne va pas se présenter. Non, il va mettre quelqu'un d'autre. Comment vous mettez toujours dans des schémas où vous réfléchissez à la place d'une personne qui n'a jamais su. Il est cohérent dans sa manière. Et quelqu'un ne prend pas le pouvoir pour le laisser. En fait, c'est-à-dire que si on réfléchit autrement, de manière objective, de manière structurée, de manière intelligente, et qu'on utilise nos intelligences faibles là même, on met un gars, j'ai dit prenez Jacques Owo pour dire mon petit, ta stratégie que tu as appliquée au plateau là, appliquons ça à l'échelle nationale. Appliquons ça à l'échelle nationale. Aujourd'hui là, donnons un téléphone avec communication, demi-franc à chaque jeune. Mettez-vous devant les bureaux de vote. Quand eux-mêmes vont sentir la pression des bureaux de vote, que ce soit au nord, bon, de toute manière, Abidjan seul, c'est 30% à 40% de l'électorat. Abidjan seul. C'est-à-dire, une fois que tu as gagné Abidjan, il y a de très fortes chances que tu deviennes président. Donc, on peut même mobiliser les gens à partir d'Abidjan dans certaines grandes villes, Bouaké, Daloa, Korogo, et puis dans les petits villages là, qui ne sont pas qui ne sont insignifiants, mais qui ne peuvent pas emmener les choses à changer. On peut faire quelque chose si on est ensemble, si on se met ensemble. Sinon, pour les 5 prochaines années, minimum, on sera en train de pleurer parce que les dettes là, les gens ne vont pas venir effacer. Hein. Ce sont des capitalistes. Le courant, je n'ai pas voulu te donner des chiffres, si tu vois comment le courant est monté, comment l'essence, comment j'étais à l'école à Mans, pétrole, essence coûtait 200 francs, 190 francs. Aujourd'hui, ma petite voiture, pour faire le plein, tu as 60 000 francs. Et les 60 000 francs, ça ne fait même pas une semaine. Les embouteillages d'Abidjan. Quitter Benjerville pour aller à Yopougon, tu as fini, tu as brûlé au moins 20 000 pour revenir. Ça dépend du moteur de ton véhicule. Mais nous avons des pays tels que la Jamaïque, tels que le Cambodge. On a des pays qui ont su vivre d'une certaine façon. Tout est une question de leadership. Ne sacrifions pas l'avenir de nos enfants. Et l'Église, donc j'étais venu, pendant que je suis en train de clôturer, mon direct va prendre bientôt une 50aine de minutes, que je bénis Dieu pour toutes les paroles
pour toutes les prières qui sont montées, pour toutes les prévisions prophétiques. Mais je suis venu comme un citoyen, comme un analyste, comme une personne qui réfléchit, pour pouvoir nous éclairer et ne pas apporter un jugement de valeur et condamner une personne sans connaître la réalité, sans connaître la vérité. Il y a des gens qu'on ne peut pas accuser. Des gens comme Awadon Melo, on ne peut pas les accuser. Et je vais terminer en lançant un appel au gouvernement. Diminuer la pression. Libérer Blaise Lasme. Libérer le petit Ziggy. Libérer les prisonniers politiques. Libérez-les. Et favoriser la réconciliation. C'est vrai, les ponts se construisent, mais les gens pleurent, les gens ruminent, les gens souffrent. Et on ne dirige pas un peuple dans la peur, dans la crainte. Et nos amis qui est en face, vous savez, nous avons en Côte d'Ivoire de très bons exemples de personnes qui ont bâti des amitiés qui sont au-dessus des politiques. Vous allez voir un homme comme l'ancien DG de Ivosep, comme Idriss Diallo, qui, bien qu'il soit un cadre du RHDP, était allé à La Haye pour aller voir quelqu'un. Parce qu'en se disant que mes relations avec cette personne-là sont plus importantes que les relations politiques. Il faut que le pays de la fraternité, il faut que le pays de l'hospitalité, il faut que la Côte d'Ivoire de Fouette-Boigny, il faut que la Côte d'Ivoire de Nana Félix Houphouët-Boigny se retrouve. Il nous faut un changement de leadership, un changement que nous appelons de tous nos voeux, de tous nos désirs. Nous l'avons désiré, nous avons prié pour cela, et il y a une opportunité qui s'ouvre. Elle est grande, cette opportunité-là, parce que en face, en réalité, c'est la peur. La majorité, elle est silencieuse, et cette majorité ne doit pas, elle doit pouvoir s'exprimer. C'est de cela qu'il s'agit. Cette majorité doit pouvoir s'exprimer. Et si nous prenons sur nous-mêmes de prendre nos cartes d'électeurs, cela va aller. J'aimerais faire des propositions. Oh, certaines personnes pensaient que je venais pour être viril. Je me suis retrouvé hier, lorsque je partais prendre ma carte d'électeur avec ma soeur, l'épouse du pasteur Févor de Une-Chapelle, qui est ivoirienne d'adoption, et elle ne pouvait pas prendre sa carte d'électeur parce qu'elle s'était enregistrée au Togo. Aujourd'hui, depuis 5 ans, des gens se sont déplacés. Moi, par exemple, je me suis inscrit sur la liste électorale en 2007, lorsque j'étais pasteur national de Une-Chapelle. Donc, je suis allé m'inscrire. Imaginez-vous si j'étais, par exemple, allé vivre à Korogo ou ailleurs. Je ne pouvais pas voter. Aujourd'hui, nous avons la technologie qui a avancé. Pourquoi on ne... Je souhaiterais que la carte d'électeur soit un peu comme le certificat, l'acte de naissance ou la carte d'identité. C'est-à-dire que quand tu as 18 ans, automatiquement que tu as l'âge de voter, on te donne ta carte d'électeur et c'est électronique. Et quand tu t'en voté, tu t'en voté de manière biométrique pour ne pas qu'on puisse rattacher des gens à un quartier qu'ils auraient quitté, et ça rend le vote difficile parce que quelqu'un qui était à Cinématiali, maintenant il est là, il doit aller, non, et ce sont les gens même qui doivent aller s'inscrire sur la liste électorale. Alors que la CMU là, on rend ça obligatoire si les élections sont... Pourquoi est-ce qu'on veut entretenir un flou autour des élections? Parce qu'on veut favoriser un climat de tricherie. On peut faire les choses différemment. Que Dieu, dans sa grâce infinie, vous bénisse. Il y a encore le temps
de ne pas rester attentif, de ne pas rester dans la peur. Que nous soyons, toi et moi, des agents du changement. Et je voudrais rétablir l'honorabilité de la servante de Dieu. Et dis à mon frère Elipada que cette dame n'est pas en train de favoriser un 4e mandat. Et qu'il faut lire la chose dans tout son contexte. Et moi, connaissant un peu comment fonctionne le monde prophétique, lorsque tu es dans le prophétique, Dieu peut te montrer comme un arbre, les racines. À un moment donné, il peut te montrer le tronc. Après, il te montre les fruits. Souvent, mais il peut te montrer les fruits verts. Mais à d'autres à qui Dieu montre les fruits mûrs. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas, ne nous laissons pas emballer. La Bible même dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce qui sous-entend que la prophétie est soumise à réflexion et à analyse. Je ne parle pas de ceux qui sont des partisans ouverts, qui sont des militants ouverts d'un parti qui, dans une démarche d'impressionner leur mandant, veulent livrer un certain bétail qui n'existe pas pour un candidat. Ça, c'est autre chose. Je ne rentre pas dans ce genre de débat. Parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas des petites querelles partisanes, c'est l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Je vais t'inviter pendant que tu iras. Pourquoi ne pas te terminer? Je ne donne pas une consigne à l'Église, mais je dis que de tous les candidats à cette élection, la pire option, c'est de reconduire ce pouvoir. C'est de permettre que ce pouvoir-là continue. C'est augmenter la souffrance du peuple. C'est augmenter la souffrance des Ivoiriens. C'est favoriser les inégalités. C'est étouffer notre intelligence. C'est d'emmener notre école à reculer. C'est de favoriser les pronostics sportifs et toutes ces choses-là qui envahissent. Et c'est d'abrutir notre jeunesse, de favoriser le mensonge, de donner sa voix à la division, à la misère, à la pauvreté. On peut expérimenter autre chose. Nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple qui aime, qui sait recevoir. Et d'ailleurs, les chiffres des 32 millions d'habitants en Côte d'Ivoire montrent qu'il y a 9 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Donc cela sous-entend que les Ivoiriens ne sont que 22 millions. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Et j'aimerais voir s'il y a des questions. Oui, non, prions pour notre frère Jonathan. Prions pour Jonathan. Prions pour Jonathan. Il mérite qu'on prie pour lui. Yes. Que Dieu nous aide, que Dieu et tous ceux qui sont hors du pays, que Dieu vous bénisse. Je parle à la diaspora ivoirienne. Oui, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ton destin t'appelle. Oui, Ivoiriens, c'est nous. Non, ce direct n'avait pas pour objectif de créer des invités. Je déplore toutes ces paroles blessantes et tout ça. Non, mon problème, quelqu'un a dit allez droit au but. Dites-nous d'aller voter Simone Gbagbo.
Non, je ne suis pas là en train de donner une consigne pour dire non, je parle au nom de l'église. Non, il est bon qu'on explique, qu'on se comprenne. Qu'il est bon d'expliquer et qu'on puisse ensemble se comprendre. Prophète Lago, j'ai donné mon opinion sur le docteur l'évêque Jonathan Mba. Seigneur, nous te bénissons. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que les prophéties sur notre pays, les prophéties déclarées par nos pères. Oui, David et Ayo, mettez cette musique-là, elle est très prophétique pendant que je déclare. Seigneur, les promesses enfouies dans ce pays. Promesse d'être un pays où l'onction de Dieu coule. Un pays de réveil spirituel. Un pays de valeur. Un pays où la gloire de l'Éternel luit. Seigneur, je prie que tu manifestes ta gloire et ton règne dans ce pays au nom de Jésus. Seigneur, que tu favorises, Seigneur, l'arrivée à la tête du pays. Seigneur, une personnalité qui favorise, Seigneur, le vivre ensemble, la réconciliation, le progrès véritable. Seigneur, qui ne va pas vivre dans le cosmétique, mais qui va véritablement emmener les uns et les autres, Seigneur, à aller de l'avant. Je te prie, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus. Seigneur, je pose mes mains sur la terre qui m'a vu naître. Je bénis, Seigneur, la terre de la Côte d'Ivoire. Seigneur, je prie pour mon pays. Je prie pour les 322 462 km². Je prie, Seigneur, en raison de tes oins dans ce pays. Je prie en raison de ceux que tu as choisis dans cette nation. Je prie, Seigneur, ô Dieu des alliances, Dieu des alliances, Dieu des prophètes, Dieu de nos pères, Dieu de Jean Glao, Dieu tout-puissant, Dieu de vérité, toi par qui nous avons établi une alliance avec Israël. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Nous prions, Éternel, que tout le sang versé, que les sacrifices humains, les sacrifices de bœufs, Seigneur, pour abrutir les Ivoiriens, pour empêcher, Seigneur, véritable éveil, je brise cette influence dans le nom puissant de Jésus. Je brise les influences du diable. Je brise l'influence démoniaque, Seigneur, qui crée la peur dans le cœur et dans la vie des gens. Seigneur, qu'un réveil politique, qu'un réveil spirituel, que, Seigneur, les intelligences soient libérées. Et, Seigneur, que nos intellectuels ne soient pas moqués, que ce soit véritablement des intellectuels, Seigneur, comme ceux d'avant, les Sylvie Touré, Seigneur, de Jacqueline Hoble, Seigneur, du professeur Francis Vaudier, Seigneur, ces grands intellectuels qui faisaient la fierté de nos pays, Seigneur, non pas des panthères, non pas des docteurs qui font honte à l'école ivoirienne. Seigneur, nous prions, restaure le pays, Seigneur, que les menteurs, les voleurs ne soient pas, Seigneur, à occuper, que les drogués, que les vendeurs de drogue ne soient pas pris en exemple comme des modèles de réussite, Seigneur, qui bâtissent des hôtels, qui bâtissent de telles choses. Seigneur, que la restauration soit établie, que tu élèves dans cette nation une personne qui favorisera, Seigneur, l'émergence véritable basée sur les principes divins. Bénis la Côte d'Ivoire, bénis notre pays, bénis ton église dans le pays, bénis tous les habitants, bénis, Seigneur, nos frères qui sont venus trouver refuge dans ce pays. Seigneur, donne-leur la paix, bénis notre pays. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais bénir Dieu. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous ont assistés. Nous avions à la réalisation mon fils David, le frère Ayo qui s'est occupé du son. À la caméra, on avait Zorès. Et en supervision, le frère Madoché. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain, selon que mon frère
Féa béni de Dieu a dit, en fait, c'est une ouverture cosmique. Nous avons une nouvelle lune. Et il est bon de prendre des actions prophétiques. Et je crois que quelque chose de bien est en train d'arriver dans ce pays. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. S'attendait à ce que je dise ce que Dieu dit, que Bad Jonathan a dit qu'il donne 1 million à l'église. Prophète Elipada a dit que Simon Gbagbo, donc qu'est-ce que je venais dire en tant que serviteur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a révélé? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est d'utiliser notre intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous l'utilisions. Et j'étais venu pour éveiller les gens de l'église à analyser les choses et à prendre des décisions basées à la fois sur l'orientation, mais également sur la réflexion. Donc je suis désolé d'avoir déçu ceux qui s'attendaient à ce que je dise. Le Seigneur m'a dit que Alassane Ouattara va mourir, ou bien Awadom Melo va devenir président, ou bien vraiment telle personne n'est pas dans la volonté de Dieu. Non, je n'étais pas venu pour ça. Que Dieu vous bénisse. Shalom.